On a tous déjà signé ou accepté des CGV sans trop savoir ce qui se cachait derrière. Et chaque jour en France, des milliers d'entreprises font la même chose et collectent des données personnelles, souvent sans vraiment comprendre ce qu'elles engagent. Le numérique a explosé, mais le droit qui l'encadre reste un angle mort pour la plupart des entrepreneurs. En 2024, la CNIL a prononcé plus de 330 millions d'euros d'amende et avec l'entrée en vigueur de l'AI Act européen, le sujet n'est pas prêt de se calmer. Avocate au barreau de Grenoble depuis 2004, Élise Guillodis a passé 10 ans en entreprise avant de revenir à un cabinet. Et ce qu'elle a vu de l'intérieur, c'est que la plupart des entrepreneurs avancent sans filet juridique. Pas par négligence, mais parce que le droit leur semble inaccessible, réservé aux boîtes qui ont les moyens d'avoir un service juridique dédié. Avec Numétique Avocat, elle essaie de combler cet écart, rendre le droit du numérique aussi concret et accessible que les outils que ses clients utilisent au quotidien. Bonjour Élise. Bonjour. Tu vas bien ? Bah oui, très très bien, en forme. Fantastique. On se retrouve dans ta ville, Grenoble. C'est ça. Merci pour l'accueil. Pour l'instant, on en est ravis. C'est même la deuxième fois qu'on vient, tellement elle nous a convaincus. Les épisodes commencent toujours par un petit rallye questions pour se mettre à l'aise. Tu vas voir, c'est des questions très peu sérieuses, voire parfois carrément à côté de la plaque. Mais l'idée, c'est de se mettre en confiance. On va commencer tout simple. Ton péché mignon ou ton petit plaisir coupable ? Le chocolat. Le chocolat. Noir, au lait, noisette, tout y passe ? Tout passe. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu es mauvaise ? La cuisine. C'est vrai. Cuisiner. C'est une catastrophe. T'aimes pas ça ou Alors, j'aime pas ça. Ouais, et même quand j'essaye, c'est pas On t'invitera au Resto Smith. cool. Donc, comme je disais, on est à Grenoble, la montagne. Ton niveau au ski ou au snow ? Je me débrouille. Au top. Ok. Alors, question très à propos. Est-ce que tu aimes l'avocat ? Ouais, Bon, tout à fait. parfait, c'est réussi. C'était ma question, ça là, elle était un peu nulle. Je te l'accorde. On s'est dit, bon, on l'attente. C'était quoi ton métier de rêve quand t'avais 5 ans ? Je pense que je voulais être chanteuse, comme beaucoup de petites filles à 5 ans qui rêvent de paillettes et de glamour. Mais assez rapidement, je suis rentrée dans une voie un peu plus rationnelle. Ouais. Donc, être avocate, c'est pas un rêve que t'as depuis toujours. C'est quelque chose, du coup, qui s'est construit en chemin. Ouais, totalement, ouais. Je savais pas quoi faire après le bac. Et mes parents m'ont dit, écoute, choisis du droit, ça sera un peu la voie. La valeur sûre. Exactement, et puis tu verras bien en cours de route. Et donc j'ai commencé à aimer le droit en maîtrise, donc Ok. au bout de 4-5 ans d'année. Ok. Ouais. T'as commencé tes études à Grenoble ? J'ai fait toutes mes études à Grenoble, à part 1 an à Strasbourg. Ok. Pour une spécialisation ? Tout à fait, ouais. J'ai un master en droit du numérique. Ok. J'ai 2 masters, et dont un en droit du numérique que j'ai suivi à Strasbourg. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui a été la bascule pour se spécialiser là-dedans, justement ? En fait, cette spécialisation, je l'ai fait. Alors, c'est pas une spécialisation au sens strict du terme, mais j'ai décidé de refaire un master en cours de route avant mes 40 ans. Ok. Je faisais du droit des affaires et je me suis rendu compte, mon métier a traversé la vague numérique des entreprises, et je me suis rendu compte que ça pouvait être important que j'ai cette expertise complémentaire pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Ok. Et donc, j'ai refait un master en droit des affaires numériques. Ok, très clair. Si on repart au début, entre guillemets, tu prêtes serment donc en 2004 et tu commences à Paris dans un cabinet. C'était quoi le quotidien d'une jeune avocate à ce moment-là ? Écoute, mon quotidien, c'était... donc, faut savoir que j'ai intégré un gros cabinet d'affaires. Donc, quand on est jeune avocat, on n'a pas beaucoup de marge d'action. Notre rôle, c'est déjà d'apprendre, de devenir avocat. Donc, on te donne des petites audiences, des petites affaires. On te demande de faire des recherches de jurisprudence. Voilà. Donc, mon quotidien, c'était surtout ça. Ok. Et c'est vrai qu'au bout de 2-3 ans, j'ai commencé un petit peu à me sentir un peu à l'étroit dans ce milieu. Et puis, je pense que le milieu des affaires parisien me correspondait. Enfin, en tout cas, le milieu des avocats d'affaires à Paris me convenait pas du tout. Et donc, j'ai assez vite souhaité retirer la robe d'avocat pour aller explorer le droit, mais plutôt dans le monde de l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise. Et du coup, tu disais que tu as été dans un cabinet de droit des affaires. Et à partir de quel moment tu t'es dit, je vais faire du droit des affaires ? Parce qu'en fait, il y a plein de typologies de droits différents.
Ouais. Et ça se décide quand Ça se décide pendant tes études. Ouais, ok. À partir de la maîtrise, on te demande de choisir des cursus, droit public, droit privé, droit civil, droit pénal, etc. Et moi, j'avais un peu plus d'appétence pour le droit des affaires. Mais après, c'était une période de ma vie, j'étais jeune et j'aurais très bien pu choisir un autre cursus complètement différent du droit. Ok. C'était une cours de circonstances et d'opportunités qu'on fait que voilà, j'ai choisi celui-ci plutôt qu'un autre. Ouais. Pas vraiment d'engagement ou de conviction à ce moment-là dans ma Pas vie. une vocation dédiée au droit des affaires. Non. Franchement, à l'époque, ce qui me bottait plus, c'était de prendre mon sac à dos et de partir voyager. Ok. Donc dès que j'avais un moment entre deux partiels, je prenais mon sac à dos, ma meilleure amie, et on partait globe-trotter partout dans le monde. Mais Voilà. parce que c'est quand même des études dans l'imaginaire qui sont quand même assez exigeantes. T'as beaucoup d'apprentissage, t'as beaucoup justement de par cœur. Et donc tu faisais quand même t'allais globe-trotter avec ton ami. Et t'étais bonne pendant tes études, t'arrivais à tout cumuler, c'est dur, c'est... Alors après, évidemment, il faut bosser, sinon tu réussis pas tes études de droit. Après, j'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça. Okay. C'est une discipline, c'est-à-dire que il y avait des moments où je globe-trottais, il y avait des moments où je faisais la fête, et puis il y avait des moments où il fallait bosser et réviser ses partiels. Et dans ce cas-là, je fermais mes volets et pendant 15 jours, 3 semaines, j'étais à fond sur mes révisions. Alors je te dis pas que j'avais des super bonnes notes, surtout. Après j'ai commencé à être bien meilleure à partir du master, où là j'ai commencé à avoir des belles mentions, etc. Mais au début, les premières années, ça passait juste. Et puis j'étais jeune, donc j'avais plus envie de découvrir la vie, j'étais une aventurière, et donc voilà, les études de droit, c'était un peu pour faire plaisir à ma famille, pour faire ce que font un peu tout le monde, rentrer dans le rang, mais à côté, j'avais ma vie perso qui, à cette époque-là, prenait quand même pas mal de place. Et du coup, t'es allée où ? C'était ma question. Partout. Partout. J'ai grandi dans une famille de voyageurs, donc déjà, ça m'a donné la graine du voyage très, très tôt. Et ensuite, quand j'ai été majeure, je suis partie en Amérique latine. Donc, j'ai démarré surtout Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, un peu d'Asie aussi. Voilà. Des beaux voyages. Des beaux voyages. On est très voyage aussi, donc ça nous parle. Et pourquoi Paris pour le job ? Opportunité business. C'est un cabinet parisien. Alors c'était un cousin éloigné qui était trop content d'avoir une petite cousine qui faisait du droit, qui avait un super cabinet à Paris et voilà, qui m'a proposé à la fin de mes études de rejoindre son cabinet. Donc j'ai pas cherché trop. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa comme première expérience. Ouais. À l'époque, mon compagnon, qui est devenu mon mari, était pas forcément emballé à l'idée de partir vivre à Paris, parce qu'on est tous les deux grenoblois de pure souche. Mais bon, on s'est dit, allez, on tente l'aventure 2 ans, et puis ça convient pas, on reviendra. Et les 2 ans se sont transformés en quasiment 10 ans, parce qu'on a passé 10 ans à Paris. Ok. Pas trop en manque des montagnes. Vous faisiez peut-être des allers-retours souvent. On faisait des allers-retours très souvent. Ouais, j'imagine. Ouais. T'es à combien de temps à Paris-Grenoble ? Écoute, en voiture, c'est 6 heures et en train, c'est un peu plus de 3 heures. Ouais, donc c'est faisable même sur un week-end, tu peux revenir. Ouais, totalement. Et donc, comme tu l'as dit, après presque 10 ans pour ce cabinet-là, tu quittes pour aller en entreprise, donc rejoindre, j'imagine, un service juridique d'une entreprise. Ouais, c'était pas au bout de 10 ans, en fait, j'ai commencé ma carrière dans le gros cabinet d'avocats d'affaires dont je te parlais. Et puis au bout de 3 ans, en fait, je me suis dit, c'est pas un milieu pour moi. Okay. Je me retrouvais pas, en fait, je pense pas que j'étais faite pour être avocat d'affaires à Paris, quoi. Et je me dis, tiens, je vais aller voir finalement le côté juridique, mais en entreprise, devenir juriste. Donc j'ai pris un poste de responsable juridique dans un groupe à Paris. Et là, j'ai tout de suite beaucoup plus aimé. Parce que du coup t'es au terrain, t'es dans l'entreprise plutôt que avant je faisais des consultations juridiques pour des entreprises, mais j'étais toute jeune, je connaissais pas le fonctionnement de l'entreprise et en fait je me rendais compte qu'il y avait un écart entre la consultation juridique et le besoin de l'entreprise. Ah oui, d'accord. Et donc du coup ça m'a vraiment appris à faire du droit plus opérationnel, plus proche des besoins des entreprises. Ouais, c'est ça qui te manquait finalement. T'as trouvé la pièce manquante au puzzle de je suis pas assez dans l'opérationnel, je vais être sur le terrain. Ok. Qu'est-ce que t'as pu comprendre en entreprise ? Parce que du coup, être en entreprise, tu défends les intérêts de cette entreprise. Ouais. Il y a moins cette
multitude peut-être ce panel d'affaires qui arrivent dans un cabinet, c'est un petit peu différent, j'imagine. Écoute, j'avais de quoi m'occuper parce que pour le coup, je travaillais dans un groupe, donc il y avait une trentaine de filiales avec des activités, des services différents. Et moi, j'étais responsable juridique du groupe, donc du coup, j'avais vraiment de quoi m'amuser au niveau droit des affaires. J'intervenais sur les contrats, sur la propriété intellectuelle du groupe, sur les contentieux, sur l'immobilier, sur tout un tas de sujets. Ah oui, c'est quand même très varié. Ouais, c'était très varié. C'est vrai qu'on n'imagine pas du tout. Déjà, le métier d'avocat au global, je trouve, est très... Il y a beaucoup d'imaginaire et un peu ce côté boîte noire. En fait, on comprend pas trop les rouages. Donc, c'est intéressant aussi de voir ces deux facettes entre la pratique en cabinet et la pratique en entreprise. Et du coup, tu disais responsable juridique, donc tu avais une équipe avec toi? Une petite équipe, ouais. Une petite équipe, ouais. Parce que je me dis, 30 filiales à gérer, si t'es toute seule, c'est quand même costaud. Il y avait du boulot, ouais. Mais ce que j'aimais bien, c'est que du coup, tu réponds à une petite équipe de direction. Pour le coup, c'était pas un gros groupe, c'était un petit groupe. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est à la fois d'être je fais l'interface avec les besoins juridiques des filiales, et tu fais l'interface avec la direction du groupe. Et t'essayes de raisonner, t'essayes de régler des problèmes sous l'angle gestion des risques. Finalement, parce que finalement les patrons, c'est intéressant de connaître la règle de droit, mais ce qui les intéresse surtout, c'est de savoir s'ils font ça quand même, qu'est-ce qu'ils risquent finalement. Donc on va être beaucoup dans cette gestion du risque, sur cette approche en amont aussi. Finalement, plutôt que de gérer un contentieux, qu'est-ce que je peux mettre en place en amont pour bien sécuriser un projet, par exemple, au niveau juridique. Ouais, c'est le côté préventif qu'on n'imagine pas du tout côté légal, c'est très intéressant. Et puis il y a un retour à Grenoble. Est-ce que c'est un choix de vie, un choix professionnel? Totalement. Choix de vie. Comme je te disais, mon mari et moi, on est tous les deux originaires de Grenoble, donc on a voulu, au bout de quasiment 10 ans à Paris, se dire allez, on rentre. Retour aux sources, et puis vraiment, c'était super de pouvoir. En fait, quand tu pars de chez toi, tu prends vraiment conscience de la valeur de ce qui t'a manqué finalement. Et donc on est revenu en aimant encore. Enfin, on s'est rendu compte qu'on aimait vraiment cette région. On l'aimait, on savait qu'on l'aimait, mais elle est vraiment belle. Donc on est vraiment très content de pouvoir allier notre vie perso ici et le boulot. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là quand même à une autre échelle, des expats ou des choses comme ça, ils sont encore plus fiers de la France parce qu'ils vivent loin depuis un moment. Ou même à Montparnasse, c'est vrai qu'on dit que souvent c'est le quartier breton de Paris. Oui. Et c'est vrai que les Bretons qui sont là-bas depuis longtemps, ils sont très très rattachés à la Bretagne, alors que ça fait peut-être 10-15 ans qu'ils y sont plus entre guillemets tous les jours. C'est marrant, tu te dis, t'as une fierté quand tu n'es plus là. De ta région, de tes racines. C'est marrant. Et puis après, il faut dire aussi que la vie parisienne, c'est sympa quand t'es jeune et que t'as pas d'enfants, voilà. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Ouais. C'est dur, c'est difficile de vivre à Paris. Éreintant. C'est éreintant, ouais. C'est stressant, la vie est compliquée, donc voilà, au bout d'un moment, c'est sympa aussi de pouvoir ralentir le rythme et de profiter aussi de la nature qu'on a ici à Grenoble. Ouais, c'est vrai que là, vous êtes bien placé. On voit la montagne à chaque coin de rue. Bien entouré. Et donc, le retour à Grenoble, il signe aussi l'ouverture de Numétique. Ça se passe à peu près en même temps? Il y a un petit délai? Ouais, juste après. C'est-à-dire que quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte que c'était compliqué de retrouver un boulot. J'avais un trop gros CV, on va dire, pour l'écosystème grenoblois. Donc j'ai un peu pataugé pendant quelques mois. Puis après, j'ai pris un temps aussi pour faire mes enfants. Et ensuite, je me suis dit, tiens, à l'aube de mes 40 ans, j'ai eu envie de créer mon propre cabinet d'avocat. Voilà. Donc, après avoir fait une première expérience en cabinet d'avocat d'affaires, qui m'a pas forcément super plu, et une expérience en entreprise, je me suis dit, je vais faire un cabinet d'avocat qui sera différent du premier, de l'expérience que j'avais eue au tout début de ma carrière. Je vais faire un cabinet de conseil, de sécurisation, parce que je me suis rendu compte aussi tout au long de mon parcours que finalement le contentieux, c'était pas forcément ce qui me faisait triper. Moi, ce que j'aime, c'est de sécuriser en amont, d'utiliser le droit finalement comme un outil au service de la prévention, de la sécurisation, on va dire, pour éviter qu'il y ait des problèmes, éviter les contentieux, plutôt que d'aller gérer des contentieux. Ouais. Okay. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN de Numétique Avocat. Donc je me suis dit, je vais créer un cabinet qui sera vraiment dédié au conseil, à la sécurisation des entreprises
et sur un secteur, le droit du numérique. Donc c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que ça pouvait être pertinent, plutôt que de continuer à être généraliste en droit des affaires, de me spécialiser dans un secteur du droit des affaires, donc le droit du numérique. Ok. Et puis mine de rien, au fur et à mesure des épisodes qu'on a pu faire ou des gens qu'on a croisés par exemple au WordCamp, on s'est rendu compte que Grenoble était un vrai vivier tech et numérique qu'on ne soupçonnait pas du tout. C'est notre tort là pour le coup. Mais du coup, j'imagine qu'il y a un bassin d'entreprises aussi numériques qui va avec et du coup, le terrain grenoblois est hyper propice à ce genre de pratique. Ouvrir son cabinet en tant qu'avocat, c'est quelque chose de logique? Beaucoup d'avocats y passent ou est-ce que certains font le choix, d'autres non? Faut avoir une vision entrepreneur, pas forcément. C'est logique quand tu es avocat, en tout cas, on va dire la suite logique, c'est que tu fais tes classes pendant quelques années dans un cabinet et ensuite tu développes ta clientèle personnelle en parallèle. Et au bout de 3 ans, tu t'installes. Tu ouvres ton cabinet. Il y a une obligation légale d'avoir pratiqué en cabinet avant de se lancer ou non? Tu fais un peu comme tu veux. Ok. Et du coup, si c'est la suite logique des choses, autour de toi, ton entourage, par exemple, je sais pas, tes anciens collègues, il n'y a pas de surprise quand tu montes ton cabinet, là où quelqu'un qui aurait quitté son CDI et qui se lance un peu saut dans le vide, on pourrait, tu vois, avoir ce truc de « Ah, t'es sûr, c'est quand même dangereux de lancer sa boîte ». Là, en fait, c'est la suite logique des choses. Pas totalement, parce que moi, en fait, comme j'ai eu un parcours un peu atypique, parce que j'ai commencé à Paris, et ensuite j'ai quitté la robe d'avocat pour travailler dans le monde de l'entreprise pendant une petite dizaine d'années. Et du coup, au bout de ce parcours-là, ça veut dire qu'il faut que tu te réinscrives à l'ordre. T'es plus avocat, en fait, quand t'es en entreprise. D'accord. Et j'avais pas de clientèle. Non. Du coup, il a fallu, au moment où je décide de créer Numétique Avocat, de repartir de zéro, d'une feuille blanche, de m'inscrire au barreau de Grenoble auquel j'avais jamais été inscrit. Donc, je connaissais pas non plus aussi le fonctionnement du barreau de Grenoble. J'avais pas ma clientèle, donc c'était un peu touchy de démarrer comme ça. Mais j'avais envie. Voilà, en fait, à l'aube de mes 40 ans, je me suis rendu compte que j'avais envie de créer, j'avais envie d'entreprendre. Et donc, je me suis dit, mon parcours était un peu atypique, mais pourquoi pas, ça pouvait aussi le faire dans ce sens-là. Ouais, j'imaginais pas du tout que tu étais plus considérée avocat, du coup, quand tu es en entreprise. Tu n'as plus le droit, en fait, de te dire avocate quand tu travailles en entreprise. D'accord. Tu t'annonces comme juriste ou responsable juridique, tu vois, mais tu peux dire ancienne avocate, mais tu peux pas dire avocate. Non, on a une déontologie qui est assez contraignante, pour le coup, qui a des bons points, des points positifs, mais qui est aussi assez contraignante pour l'avocat. Ouais. Et t'as dit, j'ai dû apprendre le fonctionnement du barreau de Grenoble. Ouais. Parce que, du coup, tous les barreaux ont un fonctionnement qui est particulier. On a des règles qui sont les mêmes partout en France. En fait, chaque ville a son barreau, avec un conseil de l'ordre, avec un bâtonnier. Mais c'est vrai que quand je suis revenue à Grenoble, quelque part, je ne connaissais pas mes confrères. D'accord. J'étais pas allée faire des audiences au palais de justice. En fait, c'est un petit écosystème où tout le monde se connaît. On est tous plus ou moins dans des commissions, voilà. Donc du coup, je ne connaissais pas le bâtonnier, je ne connaissais pas les membres du Conseil de l'ordre. Donc il a fallu. Et puis donc voilà, il y a des modes de fonctionnement un peu spécifiques au barreau que je ne maîtrisais pas, en fait, que je ne connaissais pas. D'accord. Difficile du coup de se réintégrer là-dedans ou? Alors je l'ai pas mal vécu pour le coup, mais c'est vrai que je me sens un peu pas électron libre, mais un peu de côté. Parce que comme j'ai pas grandi, j'ai pas suivi le schéma classique où en fait tu t'inscris au barreau, tu commences tes classes dans un cabinet pendant 2-3 ans, après tu t'installes. Ça c'est le schéma classique où finalement tu grandis en même temps que les autres confrères qui ont prêté serment en même temps que toi. Moi j'ai prêté serment, après je suis partie tout de suite à Paris, j'ai fait mon cursus en entreprise et puis je suis revenue. Donc voilà, un peu un parcours un peu différent, mais c'est aussi peut-être pour ça que, comme je m'étais éloignée de Grenoble et que j'étais pas forcément dans l'écosystème grenoblois dès le départ, je me suis autorisée peut-être de faire les choses différemment dans mon cabinet. Ouais, tout à fait. Peut-être que me serais moins sentie libre de faire les choses comme ça si j'avais suivi ce parcours classique. Ok. Tu parlais de mon générateur de documents. Numédoc, voilà, c'est notamment ça. On va y revenir dessus, clairement, c'est prévu parce que c'est pas anodin, entre guillemets.
Tu parlais justement des audiences, d'aller, alors je crois que tu as dit tribunal, mais je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises, voilà, d'aller au tribunal, tout ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un aspect très fantasmé de l'avocat qui va plaider, tu as parlé de la robe, donc de porter cette robe-là. Et ne serait-ce qu'avec les séries et les films, on a une image très spécifique de l'avocat, typiquement via le spectre de Suits ou Better Call Saul, des choses comme ça. À quel point est-ce que l'image elle est correcte ou pas, sachant que c'est des images qu'on a des USA, donc c'est quand même très différent en France, j'imagine. Et au final, c'est peut-être des images qu'on a très aussi orientées pénale, ou en tout cas défense d'un individu, pardon. Alors que là, on est dans la défense d'une entreprise, c'est quand même autre chose. Défense d'intérêt. Voilà, défense d'intérêt. Il y a des grosses différences, j'imagine. Il y a des grosses différences. D'autant qu'en fait, tu le soulignais, les séries ou les films dont tu parles, ils sont américains, donc c'est pas les mêmes modes de fonctionnement qu'en France. Après, moi, si je compare par rapport à mon métier d'avocat, on est très très loin de ça, parce qu'en plus, moi, je fais plus de contentieux, je fais plus de judiciaire, donc je vais pas aller défendre et plaider les intérêts d'une entreprise devant le tribunal. Moi, je suis que derrière un bureau, derrière mon ordinateur, et mes clients, les entreprises, vont venir me voir en me demandant est-ce que tu peux m'aider à sécuriser contractuellement mon activité? Est-ce que tu peux m'expliquer comment les nouvelles réglementations, tu parlais de l'IA Act, impact, est-ce que j'ai de nouvelles obligations? Donc voilà, je vais plus être en conseil, en accompagnement, plutôt qu'en judiciaire. Donc moi, je vais pas aller au palais de justice, je vais plus. Je l'ai été quand j'étais jeune avocate, mais je vais plus aller plaider. Et j'ai fait quelques dossiers de pénal, mais j'en fais plus aujourd'hui. Donc tu vois, cette image qu'on a, elle est très très éloignée de mon métier d'avocat. Okay. Et est-ce que tes confrères ont une vision un peu ils peuvent un peu juger le fait, non, mais tu vas pas défendre jusqu'au bout. Tu vois, nous, dans nos métiers de développeurs, quand on dit développeur WordPress, on sous-entend qu'on n'est pas développeur. On dit oui, non, mais vous jouez votre truc dans votre coin. Et du coup, je me demandais à quel point, justement, ta position qui est très précise, très particulière, et que toi, ton droit, c'est un outil qui est préventif avant tout, a un rapport différent par rapport à tes confrères, un jugement. Après, jugement, le mot est fort, hein. Mais alors, c'est une question intéressante. Je me la suis jamais posée, pour tout te dire. J'ai jamais eu de retour de confrères en ce sens, tu vois. Donc, je me suis jamais sentie critiquée ou, enfin, pas à ma place. Je pense que au contraire, il me semble que le conseil, la sécurisation, en fait, le droit, on voit souvent le droit comme on l'associe au judiciaire, au contentieux, etc. Et pour moi, le droit, ça devrait être davantage un outil au service du business. Enfin, je parle en droit des entreprises, hein. Donc un outil pour mieux sécuriser, pour que l'entreprise soit plus robuste, plus stable, pour se développer de manière pérenne. Et c'est vrai que cette culture du droit au service au service de la sécurisation juridique, c'est pas, il me semble que c'est pas très développé par les avocats. Donc il en faut en fait des avocats conseils. Après, dans le milieu des avocats, t'as ceux qui aiment plaider, qui aiment, il en faut, hein, qui aiment s'occuper des dossiers judiciaires. Et il y en a qui préfèrent, il y a des avocats qui préfèrent le conseil, la rédaction, l'accompagnement. Voilà, c'est un peu deux mondes différents. Et il n'y a pas de querelle de paroisse, en fait. Je pense que ça se complète bien. Exactement, ça se complète. Et chaque avocat, en fait, finalement, au cours de sa carrière et de ses études, va choisir finalement l'univers qui lui correspond le plus en termes de personnalité. Et le domaine juridique, droit du travail, droit immobilier. Donc, en fait, en fonction de tes appétences et tes goûts, tu choisis finalement ce qui te parle le plus. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, comme en médecine, où tes résultats en études de droit peuvent influer sur la spécialisation que tu peux choisir, ou c'est vraiment de l'appétence et tu poursuis ce que tu as envie? Tes résultats peuvent à un moment donné faire que tu vas choisir plutôt une voie plutôt qu'une autre, mais j'ai envie de dire si tes résultats sont pas bons, tu seras un mauvais avocat, quel que soit le domaine que tu choisis. Enfin, après, en fait, j'ai envie de dire non, ce que je te dis, c'est pas tout à fait exact, parce que tu peux avoir des mauvaises notes à l'école et devenir un très bon avocat. Tout à fait. C'est même hyper important ce que je suis en train de te dire, puisque être avocat, c'est avant tout des qualités humaines. Alors, il faut faire l'analyse juridique, faut connaître son métier, évidemment, au niveau technique.
Mais je dirais que ce qui fait que je vais être une bonne avocate, c'est avant tout mon sens de l'écoute, être capable de comprendre finalement ce que me dit la personne en face de moi, quel est son besoin, quelles sont ses activités, pour ensuite derrière pouvoir réfléchir, faire une analyse juridique et trouver les bonnes réponses. Donc je pense qu'il faut autant de qualité humaine que de qualité juridique. Compétences juridiques. Et du coup, donc, dans ton quotidien où tu es là vraiment en amont sur la partie droit, dans tes activités, tu as autant la partie rédaction de documents, compréhension du besoin, et tu dois aussi avoir beaucoup de missions de pédagogie pour expliquer. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, si on vient de voir, c'est justement, on n'y connaît rien. Ouais. Et vu c'est des entreprises, ils ont besoin justement de pas reproduire les erreurs, etc. Ouais, totalement. C'est une grande partie de mon activité parce que ma valeur ajoutée, c'est pas de rédiger un contrat. Enfin, si, ça fait partie de mon travail, mais c'est surtout de pouvoir expliquer, d'aider les entreprises à monter en compétence sur ces sujets-là pour qu'elles soient capables ensuite d'identifier les pièges juridiques et de se dire attention, Élise, elle m'a dit ça, donc là, il faut que je fasse attention. Donc au-delà, enfin, tu vois, je prends l'exemple de rédiger des CGV. Tu parlais des CGV au début. C'est bien si je peux rédiger des super CGV pour que mon client soit mieux sécurisé, mais ce qui est bien surtout, c'est qu'il soit capable derrière de comprendre ce qu'il y a dans ces CGV, être capable de savoir comment appliquer ces clauses dans le cadre de l'exécution d'un projet de refonte de site ou de maintenance de site, et de se dire, là, ce que me demande mon client, ça met en risque. Donc, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? Du coup, c'est vrai que dans le cadre de mes missions, je prends du temps pour sensibiliser, pour expliquer, pour que à la fin de la mission, l'entreprise soit plus outillée, plus gagne en maturité par rapport à ces concepts qui sont pas forcément faciles et ces notions juridiques, elles sont pas évidentes. C'est ça, il y a vite du jargon. Donc je prends du temps pour expliquer. Et là, par exemple, avec l'IA, on a une nouvelle réglementation européenne là qui est rentrée en application il y a pas longtemps, qui prévoit des nouvelles obligations pour tous les acteurs, enfin une bonne partie des acteurs qui développent de l'IA ou qui utilisent de l'IA. Et je passe beaucoup de temps à aller en entreprise pour sensibiliser les équipes, la direction d'entreprise sur ces nouvelles obligations. Je vais avoir des ateliers de sensibilisation. Ok. Oui, pour pas qu'ils soient juste conformes, mais qu'ils comprennent aussi comment leurs actions futures, mine de rien, peuvent influencer ça. Oui, parce que du coup, derrière, c'est ce qui va faire que quand tu vas prendre une décision, tu vas dire « Ah tiens, Élise, elle m'a dit quoi par rapport à ça ? Si j'intègre, par exemple, une fonctionnalité avec de l'IA, je vais avoir des conséquences juridiques. Il faut que je me pose finalement les bonnes questions. Ouais. » Donc l'idée, c'est qu'au-delà de la rédaction des documents, que j'aide mon client à se poser les bonnes questions. Et s'il y a besoin de moi, évidemment, qu'il puisse me contacter pour qu'on puisse définir ensemble s'il y a un vrai sujet à trancher ou pas et à sécuriser. Et les gens sont globalement assez réceptifs justement à cette partie pédagogie où tu as quand même des gens qui se disent faut le faire, je le fais, mais en vrai je fais pas l'effort de comprendre les enjeux qu'il peut y avoir derrière. T'as de tout. Après, clairement, le droit c'est pas un sujet très sexy. On n'a pas envie d'y aller. Moi, j'ai à cœur aussi de rendre mes missions légères, on va dire. J'essaye d'apporter la simplicité, d'avoir des outils qui apportent cette pédagogie pour rendre le droit plus digeste, plus accessible. Et après, les individus ont un rapport au droit et au risque qui est variable. Okay. Tu as des dirigeants d'entreprise qui me disent « Mais moi, Alice, je veux être conforme, je veux dormir sur mes deux oreilles. Je veux la sérénité, donc je veux comprendre, je veux maîtriser et je veux que derrière, ce soit nickel, quoi. » Et il y en a d'autres, je vais pendant une demi-heure leur parler des risques qu'ils prennent en faisant telle activité, mais tu sens que derrière, c'est pas grave, en fait. Ils ont un rapport au risque qui est... Enfin voilà, finalement, ça les dérange pas de développer ou de proposer une activité qui potentiellement peut provoquer des amendes. Voilà. Du coup, mon discours, quelle que soit la qualité de mon discours, ces gens-là, je vais pas les persuader, en fait. Ils vont continuer, sa propre balance. Ils vont continuer à travailler comme ça jusqu'à ce qu'ils se prennent peut-être une amende. Ou la gestion des risques était peut-être tombée du mauvais côté cette fois-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez culturel. Je pense que c'est propre à chacun aussi, le rapport au risque. Oui, c'est clair.
Et c'est marrant parce que du coup, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire sur le tribunal, etc., c'est vrai on imagine un métier assez scénique dans la représentation. Ouais. Et est-ce que justement, c'est une institution et donc il y a des codes un peu tacites dans la profession entre confrères quand tu rencontres des gens ou que t'apprends pas forcément à la fac de droit justement ou pas tant que ça? Après, en fait, tu fais tes études de droit et pour devenir avocat, il faut faire l'école d'avocat qui dure 18 mois. Donc, tu as un D'accord, examen ok. qui est l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et ensuite, tu as 18 mois. Et ensuite, tu prêtes serment à la fin de ton cursus des 18 mois. Mais donc, tu as 18 mois pour apprendre le métier. Et au cours de ce cursus, en fait, on t'explique les règles déontologiques, les règles de fonctionnement entre confrères et magistrats, etc. Donc, on t'apprend à devenir avocat. Ouais, Donc, d'accord. il y a des codes officiels, en fait. Oui, d'accord, ok. Il y a des règles de fonctionnement, des règles de procédure, des règles déontologiques qu'il faut que tu respectes quand tu es un avocat. Ok, mais ça, ouais, on te les explique bien, t'es pas obligé de les apprendre par toi-même Non, non. le jour J. Ok. Et est-ce que quand tu expliques ton métier aujourd'hui, c'est facile pour la compréhension des gens de tout à chacun de se dire un avocat spécialisé dans les droits du numérique ou est-ce que c'est plus facile maintenant qu'à une époque? Comment t'as vu ça, ton métier par rapport aux autres? Écoute, ça dépend à qui je m'adresse. Si je m'adresse, par exemple, à un éditeur de logiciels qui propose une solution SaaS, le droit du numérique, il va davantage comprendre que monsieur ou madame Dupont, qui sont mes voisins, par exemple, qui sont très éloignés, par exemple, de l'utilisation d'un logiciel SaaS ou d'intelligence artificielle. Donc, en fait, ça va dépendre de la personne à qui je m'adresse. Mais après, globalement, le droit reste quand même assez difficilement accessible. Donc, c'est vrai que dans mon discours, des fois, je ne me rends pas compte. Moi, je vais parler de manière naturelle de ce que je connais, mais après, je ne me rends pas vraiment compte forcément de comment c'est perçu, compris. Ok. Est-ce que c'est aussi pour ça, du coup, que tu intègres les WordCamp, mine de rien, et la communauté WordPress? Ouais. C'est aussi ce devoir de partager, d'éduquer. Ouais, c'est vrai que la communauté WordPress, je commence à bien la connaître. Ça fait 8 ans. Ok. Donc, quelques années déjà que je la connais. Et c'est vrai que les WordCamp, c'est un super événement qui te permet... donc, je fais des conférences régulièrement sur des sujets juridiques, l'IA, le RGPD, le contrat, etc. Et souvent, ces conférences-là, il y a du monde, hein. Donc, on se rend compte que finalement, le parent pauvre, le droit, finalement, il a un intérêt. Les agences ou les freelances WordPress s'y intéressent. Et je me rends compte souvent que, en échangeant avec eux, en échangeant avec les agences et les freelances, que souvent, le juridique, la plupart du temps, il n'y a pas de contrat adapté à ce qui est vendu. RGPD, bon. On met la bannière cookie et puis voilà. Souvent, en fait, quand je leur demande est-ce que vous êtes conforme à la réglementation RGPD, oui, voilà, c'est la réponse qu'on va m'apporter. Mais du coup, ils pensent à la conformité des sites de leurs clients, mais pas à la leur. Ouais, okay. En fait, ils n'ont pas conscience qu'en tant qu'agence ou en tant que freelance WordPress, tu as des propres obligations en application du RGPD. Et donc, la plupart, ils sont pas conscients qu'ils doivent avoir un registre de traitement, avoir un accord de sous-traitance. Quand je leur pose la question, ils me disent « Mais quoi, c'est quoi ce truc ?» Ça fait partie des obligations à avoir. Donc voilà, il y a encore besoin. C'est pour ça que c'est important. Je pense que c'est important que je prenne du temps pour expliquer les règles de droit. Ouais, complètement. Lors des WordCamp, lors de vidéos, à l'occasion d'articles, pour sensibiliser, pour rappeler les obligations, parce qu'il y a besoin. Oui. Ouais. Oui. Et puis pour démystifier aussi le jargon, les obligations, comme tu dis, et puis tous se mettre dans une bonne pratique. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup de savoir-être et du côté humain que demandait aussi la pratique d'avocat. Si on part vraiment sur la pratique, est-ce que tu choisis tes dossiers? Est-ce que c'est en fonction de ce qui vient? Est-ce que tu as des typologies au sein du numérique où tu vas être avec une plus grande appétence que d'autres? Comment est-ce que ça se passe un petit peu ce genre de choses? Oui, alors je choisis mes dossiers. En général, je vais intervenir sur les dossiers que je maîtrise au niveau juridique. Donc, par exemple, si une entreprise vient avec un dossier contentieux, comme j'ai décidé que je n'en traitais plus, je vais les orienter vers des avocats avec qui je travaille en partenariat.
Donc tout dépend de la nature du contentieux, donc je vais les orienter en fonction du besoin du dossier. Il y a des dossiers que je refuse parce que ils sont pas alignés avec mes valeurs, par exemple. Ok. Donc ça m'est arrivé d'avoir des entreprises qui arrivaient en me demandant de rédiger un contrat de partenariat, par exemple, et qui me demandaient de prévoir des clauses trop déséquilibrées. Voilà, quand le projet est pas clean, quand les choses sont pas équilibrées et que ça me met pas à l'aise en fait dans ma manière d'approcher, parce que évidemment quand je rédige un contrat pour une entreprise, évidemment je vais raisonner par rapport à la défense de ses intérêts. Donc je vais rédiger un contrat qui protège l'entreprise. Mais l'idée c'est pas de rédiger un contrat qui soit trop déséquilibré pour le partenaire, par exemple pour le client de l'entreprise. L'idée c'est que le contrat soit fair, soit équilibré, et pas qu'il soit finalement un outil au service du contentieux, au service de l'injustice, au service du déséquilibre. D'accord ? Ok. Donc quand j'ai face à moi une entreprise qui a en tête un projet qui est trop déséquilibré, ça m'arrive de refuser. C'est vrai qu'il y a une clause qu'on a souvent entendue autour de nous, c'est quand on quitte une entreprise ou quand on va signer un projet avec une typologie de client, c'est la clause de non-concurrence. Et c'est une clause qui normalement doit être extrêmement spécifique dans le temps, dans un endroit géographique, sur une typologie d'entreprise, sur un besoin. Et souvent, dans les contrats, on a ne peut pas aller dans une entreprise du secteur, point. Ouais. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué, parce que vu que nous, on n'a pas de connaissances, on se dit, est-ce que le contrat, il est entièrement caduque? Est-ce que c'est juste cette partie-là? Est-ce qu'il faut la retravailler? Et c'est vrai que c'est des clés qu'on n'a pas du tout sur ces éléments-là. Ouais, totalement. Mon rôle, c'est quand mon client me demande de mettre ce type de clause, c'est de lui expliquer finalement quelles sont les limites de ce qu'il peut exiger en termes d'exclusivité ou de non-concurrence, et lui dire après il faut lui expliquer. Après, c'est le client qui décide, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'est de le sensibiliser, de lui expliquer que c'est pas forcément son intérêt que d'imposer une clause qui soit trop déséquilibrée, trop en sa faveur. Ça risquerait de se retourner contre lui à un moment donné. Ouais, c'est vrai que on peut complètement se retourner sur des clauses qui sont trop importantes. Donc mon rôle, c'est aussi d'expliquer les choses, de sensibiliser, au-delà de la rédaction pure. C'est d'expliquer à mon client quel est son intérêt finalement, et quels sont les risques qu'il prend avec ce type de clause. Ouais, c'est ça. Et là, on est pile dans la gestion des risques que tu disais, la balance, et tu dis, maintenant, t'as les clés, fais ce que tu veux, mais au moins, tu sais ce que tu risques. Okay. Ouais. Est-ce que le secret professionnel, c'est lourd à porter ? Alors, c'est une exigence de mon métier. C'est pas lourd à porter, mais ça veut dire qu'en effet, dans le choix des outils que je vais faire dans ma communication au sens large, il va falloir que je fasse super attention à ça. Donc, par exemple, je peux pas publier sur mon site internet d'avis client. Là, on pourrait pas parler d'un cas client, ou alors on parlerait d'un cas anonymisé. Donc, il va falloir que je fasse super attention. On parlait d'IA tout à l'heure. Il faut que je fasse très attention aux outils d'IA que j'utilise et au fait de ne pas mettre d'informations en lien avec mes clients dans un système d'IA. Donc, ça veut dire que oui, il y a des exigences, mais j'ai envie de dire que quelque part, c'est sain. Oui, tout à fait. Et que, alors, nous, on a une obligation spécifique au métier d'avocat, un secret professionnel, mais n'importe quelle entreprise, de toute manière, doit veiller à la confidentialité des données de ses clients. Tout à fait. Tu disais du coup tout à l'heure que tu as fondé Numétique avec une volonté de faire différemment et par cette approche de prévention notamment. C'est quoi le moment où tu t'es dit, ok, les avocats répondent pas aux besoins des entreprises telles qu'ils sont aujourd'hui. C'est quoi la bascule, à quel moment et comment est-ce qu'aujourd'hui, avec Numétique, tu réponds à ce besoin-là aussi ? Ouais, écoute, en fait, quand j'ai créé Numétique Avocat, il y a eu plusieurs axes qui m'ont fait basculer. Déjà, je me suis rendu compte que en ayant travaillé en entreprise pendant des années, les entreprises trouvaient pas forcément un avocat qui répondait vraiment à leurs besoins d'accompagnement juridique. Notamment sur le domaine du droit du numérique. Il y avait finalement très peu d'avocats à l'époque qui maîtrisaient cette matière qui était nouvelle. Donc déjà, c'est d'apporter
une réponse technique à un besoin juridique des entreprises de plus en plus fort, puisqu'on était en pleine vague de transformation numérique des entreprises. Hein. Donc, c'est apporter cette expertise juridique avec l'angle conseil opérationnel, accompagnement d'entreprise, plutôt que sous l'angle uniquement judiciaire. Ok. Parce que l'avocat contentieux, il en faut, on le dit, c'est important qu'il y en ait, mais l'avocat doit être aussi doit apporter aussi un outil au service de la sécurisation juridique de l'entreprise. Donc, il n'est pas là que pour gérer des contentieux d'entreprise, en gros. L'avocat peut être le conseiller de l'entreprise pour que son entreprise se développe de manière sereine, sans risque, sans impayé, voilà. Comment on utilise l'outil juridique pour finalement que l'entreprise se développe sans risque. Et de faire du côté légal un allié plutôt que quelque chose à craindre au final. C'est ça. Est-ce que ce serait un peu comme un DPO externalisé ou DPO c'est encore quelque chose de différent sur le traitement des données? Alors, le DPO, c'est un référent, mais en lien avec la réglementation la réglementation européenne sur les données personnelles. Ok. Là, le métier d'avocat, c'est pas la même chose que DPO. DPO, il a vraiment cette mission. Alors, il peut être interne à l'entreprise ou externe. Et il a cette mission finalement de s'assurer que l'entreprise, elle est conforme à cette réglementation-là. Okay. L'avocat, il a un périmètre d'action beaucoup plus large que le RGPD et surtout, c'est une profession réglementée. Donc, un DPO ne pourrait pas être avocat s'il n'a pas le diplôme d'avocat. Ouais. Et du coup, dans les typologies de clients que tu as, tu peux avoir des décisionnaires et tu as justement des DPO qui peuvent te poser des questions ou aujourd'hui, ça t'arrive pas, mais ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Mais la plupart de mes interlocuteurs sont les décideurs. Ouais, d'accord. Okay, d'accord. Oui, t'es pas en lien, par exemple, avec le service juridique d'une entreprise. Parce que justement, si c'était internalisé, finalement, il ferait tout. Ça peut arriver que je sois en lien avec le service juridique. Si l'entreprise est d'une certaine taille et qu'il y a un service juridique, oui, ce sera le directeur juridique. D'accord, ok. La directrice juridique sera mon interlocuteur. Ok. Après, je dirais que la plupart de mes clients sont des petites entreprises, des TPE, des PME, et qui n'ont pas nécessairement un service juridique internalisé. Mais qui ont quand même toutes les problématiques et les exigences qui vont avec. Bien sûr. Et j'ai un autre axe peut-être aussi qui a fait que la bascule s'est faite quand j'ai voulu créer Numétique Avocat, c'est aussi, je me suis rendu compte que l'avocat était assez peu accessible aux petites entreprises, qui n'avaient pas forcément les moyens, ne serait-ce que financiers, d'aller voir un avocat pour s'assurer que son entreprise elle est conforme aux réglementations, qu'elle a un bon contrat, etc. Et du coup, je me suis dit comment je peux finalement, par le biais de Numétique Avocat, rendre le droit plus accessible aux petites entreprises. Et c'est là où est né mon générateur de documents. Oui, justement. Ce générateur, en fait, l'objectif, c'est un générateur d'avocats qui permet de générer des documents d'avocat. Et la petite entreprise peut aller commander sur le site d'avocat son document, le personnaliser, l'adapter. Et évidemment, prendre rendez-vous avec moi s'il y a besoin, mais certains n'ont pas forcément besoin d'échanger avec moi. Mais l'idée, c'est d'apporter une solution d'avocat plus accessible à la petite entreprise sans forcément passer par une mission sur mesure. Tous les besoins n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement sur mesure, de la rédaction d'un contrat sur mesure. Et elle vient d'une réflexion justement quand tu as lancé Numétique Avocat, tu as reçu ces décideurs de TPE, PME où tu t'es rendu compte qu'il y avait une récurrence dans ces demandes-là et tu t'es dit, ok, ça, je peux le rendre encore plus accessible avec Numédoc justement. Ouais, totalement. Là, par exemple, pour les freelances et les agences WordPress que j'ai en client depuis 8 ans, donc je commence à bien comprendre quels sont les services, création, refonte de site, maintenance, hébergement, SEO, enfin souvent l'agence ou le freelance peut proposer des services un peu annexes à la création d'un site WordPress. Toutes ces activités finalement génèrent des problématiques juridiques différentes, propriété intellectuelle, sécurité des sites, traitement de données personnelles, responsabilité. Enfin, il y a toute une liste de sujets juridiques une longue liste. Qui s'allonge si les activités sont variées. Bien sûr. Et au fur et à mesure de voir ces problèmes juridiques, d'avoir en face de moi des agences et des freelances WordPress, aujourd'hui, je suis capable finalement de
ça y est, j'ai appréhendé, mais en fait, les principales questions juridiques qui se posent. Et donc, grâce à mon générateur Numédoc, aujourd'hui, je propose un pack conformité pour les agences et les freelances WordPress. Donc, le freelance, l'agence, peut aller obtenir son contrat de création, de maintenance de site, ses documents RGPD, mais qui sont adaptés aux activités d'une agence ou d'un freelance WordPress. Ok. Et derrière, l'entreprise n'a qu'à, entre guillemets, rentrer ses détails et ses spécifications pour que le document s'adapte derrière. Mais mon pack, c'est pas que le document, c'est du temps avec moi aussi. Ce sont des ressources que je vais mettre dans le pack et qui sont adaptées. Si par exemple, typiquement sur le paramétrage du bandeau cookie, je vais leur fournir un PV de recette une fois que le site est livré. Je vais dans les ressources également, j'ai élaboré un guide qui permet d'expliquer quelles sont les clauses que tu peux négocier avec ton client, les points finalement qu'il faut pas accepter. Typiquement sur le plafond de responsabilité. Enfin, il y a des points juridiques qui me semblent importants de souligner et souvent les experts WordPress n'ont pas forcément connaissance de ça. Voilà, mettre à disposition des ressources juridiques pour leur permettre justement de gagner en sérénité juridique. Mais encore une fois, ce côté accessibilité du droit et être plus serein. C'est marrant cette vision très produit d'une solution d'avocat, parce que c'est vrai que quand on s'imagine aller avec un avocat, c'est vraiment sur l'aspect conseil, tout est sur mesure justement, etc. Et je sais pas, on imagine très peu une vision, parce que là c'est presque une vision entrepreneuriale, de créer un produit, monter un besoin, etc. Et c'est vrai que des profils avocats hors monter son cabinet, on les imagine pas être innovateurs ou entrepreneurs comme ça dans l'âme. Et il y en a, hein. Il y en a, mais c'est vrai que c'est pas la vision qu'on s'imagine par rapport à d'autres typologies de métiers où, pareil, on caricature le trait, les écoles de commerce, ils vont monter une boîte, même si, un bar à coquillettes bizarre à Paris. Mais c'est vrai que c'est marrant de se dire, vraiment, t'as eu cette vision entrepreneuriale de développer un produit vraiment. Ouais, c'est mon parcours en entreprise, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la mission de l'avocat traditionnel, matchait pas toujours avec le besoin de l'entreprise et surtout la petite entreprise. Et là, l'idée, avec Numétique Avocat, c'est de proposer à la fois quand il y a besoin des missions sur mesure, d'accompagnement sur mesure, mais parfois, finalement, il n'y a pas de nécessité toujours, ou alors le budget de l'entreprise est trop limité. Et du coup, le pack conformité WordPress dont je parlais, il permet d'avoir un prix maîtrisé. Moins élevé que si je suis sollicitée pendant 2 jours sur un dossier. Donc voilà, c'est de proposer les deux finalement et que l'entreprise ait le choix entre un accompagnement sur mesure ou un produit, en tout cas un pack conformité qui soit plus accessible et peut-être plus adapté à son besoin. Et on t'a même pas posé la question depuis le début, je viens d'y penser. T'es toute seule aujourd'hui dans le cabinet d'avocat ? Alors j'ai une collaboratrice qui s'appelle Jade Sabatier, qui est juriste en droit du numérique, qui est une future avocate. Et qui était présente au WordCamp, tout à fait. de Nice, et qu'on a une petite équipe de 2, mais ça fait bien. Et quand on est dans un cabinet d'avocats comme ça, on est associé ou c'est vraiment un emploi ? Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer, je pense aux notaires où on dit que c'est des trucs d'associés, c'est des très très compliqués en termes de direction. Ouais. Là, du coup, on peut être vraiment en CDI dans un cabinet ou... Oui, tu peux. Alors, la plupart du temps, tu as un statut d'avocat collaborateur. D'accord, ok. Où en fait, tu es libéral. D'accord, tu peux avoir tes propres clients et tu travailles pour un cabinet qui te rétrocède une partie de ses honoraires. On appelle ça comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est un contrat de collaboration libérale. D'accord. Tu peux aussi être avocat salarié. Ça arrive. C'est un peu plus rare, mais tu peux avoir ce statut de salarié. D'accord. Okay. Et tu peux être associé dans un cabinet. Ça se fait tout à fait aussi. Okay. Alors, en général, quand tu es jeune avocat, t'es pas associé, mais tu peux espérer l'être au bout de quelques années dans un cabinet. Ouais, ça, c'est un peu la vision top de ton parcours hors création à part d'un cabinet. Quoi. Okay. C'est ça. On va revenir sur un sujet un peu chaud des dernières années. Justement, on va reparler de l'IA. Est-ce que toi, par exemple, tu as vu des clients arriver avec des choses rédigées par l'IA
Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées ou... Ça commence. Ouais. Okay. Ouais, ça commence. En général, ça commence un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que je reçois une demande avec un contrat, par exemple, ou je sais pas, un document RGPD qui est rédigé par l'IA, et on me demande d'une revue. Okay. Et combien ça coûterait pour finalement cette revue et cette modification à la marge. Voilà, donc voilà, ça émerge. Alors, je suis pas inondée de demandes de ce type-là, mais ça commence. Ouais. Donc en effet, il y a une tendance des entreprises à demander à l'IA des conseils juridiques et à générer des documents. Donc oui, après il faut faire avec évidemment, mais en tant qu'avocat, c'est vrai que c'est assez challengeant et perturbant d'avoir ce type de demande, mais il faut les prendre en compte. Donc oui, c'est des demandes qui commencent à émerger. Et ça révèle aussi peut-être un peu l'image que se fait le collectif de un avocat, ça rédige des lignes et puis en fait ChatGPT peut faire la même chose, alors que comme tu le dis depuis le début, c'est bien au-delà de ça. Qu'est-ce que tu penses toi justement de comment est-ce que demain l'avocat peut se saisir de l'IA ou pas? Quel danger aussi, mine de rien. Tu les as légèrement abordés tout à l'heure. Comment est-ce que tu vois éventuellement une collaboration avec l'IA, ou en tout cas l'IA au global dans le monde du droit? Ouais, écoute, l'IA peut faire... moi-même et les avocats commencent à utiliser de plus en plus l'IA comme un outil au service du droit. Donc c'est un outil. Après, l'outil fait encore beaucoup d'erreurs et je dirais que si la personne qui lui pose des questions ne maîtrise pas les règles de droit et pose pas les bonnes questions, l'IA part un peu dans tous les sens et donc du coup on aura des réponses qui seront pas adaptées. Donc par exemple typiquement si je demande à l'IA rédige-moi, je reprends l'exemple des CGV, rédige-moi des CGV ou un document RGPD. Si tu lui as pas donné les bonnes dans ton prompt les bonnes informations, tu risques d'avoir un document qui sera générique, qui sera pas adapté du tout à ce que au traitement de données que tu fais ou à ce que tu vends et à qui. Et les règles de droit vont être différentes selon ces cas de figure. Donc si toi tu les connais pas, évidemment tu risques très probablement d'avoir des réponses générées par l'IA qui seront pas bonnes. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, l'entreprise, comme elle ne sait pas, elle n'est pas capable de vérifier si le document il est bon. Et l'IA, elle n'engage pas sa responsabilité, elle tamponne pas ce qui est généré, elle génère. Après, la question, c'est de savoir si ce qui est généré est bon. Donc, je dirais que par rapport à l'émergence de l'IA, le développement de l'IA, moi, je vois toujours ma place d'avocat. Je pense qu'au contraire, elle a toute sa place. Et grâce à l'IA, peut-être que je vais davantage me concentrer sur ma valeur ajoutée. Voilà, donc gagner du temps sur des tâches qui sont peut-être plus chronophages grâce à l'IA. Mais oui, je pense que l'avocat a encore sa place avec le développement de l'IA pour certifier, pour contrôler, pour piloter les IA. Donc oui, je pense que ça reste important. Tout à fait. On en a parlé un petit peu au début, justement, l'IA Act qui arrive en Europe. Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, rappeler dans les grandes lignes ce que ça peut changer pour un entrepreneur qui utilise l'IA dans son business? Ouais, écoute, alors je fais demain une intervention, j'en fais même 2 sur l'IA Act. Donc il nous faudrait un petit peu de temps, mais je dirais que c'est une réglementation européenne qui vise à, qui a quand même pour ambition de ne pas trop freiner l'innovation en matière d'IA, mais qui pose quand même des limites. L'idée, c'est que les systèmes d'IA ne soient pas trop attentatoires à nos droits et libertés fondamentaux en Europe. Voilà, donc cette réglementation, elle vise à lister déjà des systèmes d'IA qui seront interdits. Il y a des systèmes d'IA qu'on ne veut pas sur le territoire de l'Union européenne, car qu'on considère trop dangereux. D'accord. Et ensuite, qui a une approche des IA par les risques. C'est-à-dire que plus un système d'IA peut représenter des risques pour les droits et libertés des personnes, plus les obligations seront importantes. D'accord. Donc cette approche par les risques permet finalement de libérer de contraintes trop fortes des systèmes d'IA qui n'ont pas forcément de trop forts risques. Donc ça va dépendre finalement du système d'IA que tu utilises, et ça dépend aussi quel rôle tu as, quel acteur tu es dans la chaîne de valeur. Est-ce que
c'est toi qui va fournir ou mettre sur le marché de l'IA ou une fonctionnalité d'IA, en ayant par exemple pris un modèle open source, en ayant fait un peu de fine-tuning, etc., bah là, tu seras qualifié de fournisseur en aval la plupart du temps par la réglementation. Donc, il y a des obligations spécifiques dans ce cas de figure. Ou est-ce que tu es plutôt un utilisateur? Tu utilises l'IA au sein de ton entreprise pour faire telle et telle tâche. Et ben dans ce cas-là, il y aura peut-être aussi, selon ce que tu utilises et à quelle fin tu utilises l'IA, il y aura des obligations particulières à respecter. D'accord. Chacun aura quand même une responsabilité à plusieurs degrés. Mais, ça dépend finalement du rôle que tu as dans la chaîne de valeur. À quel niveau tu te situes par rapport à cette IA et quelle est la finalité, et quel est le niveau de risque du système d'IA sur lequel tu es en train de travailler. Ok. Et tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais l'IA et donc que tu ne peux pas mettre aujourd'hui des documents critiques dans l'IA, par exemple. Je ne peux pas donner d'informations personnelles de mes clients dans une IA. Parce que en fait, potentiellement, on ne sait pas comment la donnée est vraiment traitée derrière, et donc en fait, ça pourrait aider à l'enrichissement. Déjà, tu as un risque de réentraînement des données par le fournisseur d'IA. Alors, même si tu décoches la case, en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que quand tu regardes les conditions contractuelles d'OpenIA, d'Anthropic ou de Gemini, en fait, il y a une boîte noire. On ne sait pas bien comment les données sont traitées, réutilisées. Donc, dans le contexte actuel, je dirais, alors ça va très certainement se réguler. Il y aura, j'espère, des IA qui seront davantage souveraines, qui émergeront. Hein. Mais aujourd'hui, les grands fournisseurs d'IA ne nous permettent pas d'être assurés que de la confidentialité des données qu'on donne. Donc, je ne donne aucune information de mes clients dans l'IA. Et donc, j'invite toutes les entreprises, parce que c'est pas propre, cette règle-là, elle n'est pas réservée aux avocats. Ouais. Donc, il faut faire très attention aux données de son entreprise qu'on donne à une IA. Ok. Tu parlais justement, j'ai mangé un peu ma question, mais elle va me revenir, c'est pas bien grave. Oui, tu parlais de tout ce qui était CGV, CGU, tout ça. Toi, du coup, c'est devenu une habitude de les lire. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques au quotidien, entre guillemets? Parce que c'est vrai que maintenant, on nous demande très souvent d'accepter les CGV, ce genre de choses. Oui. Est-ce que toi, c'est quelque chose où, du coup, tu as pris l'habitude, c'est quasiment une déformation professionnelle, d'aller lire les après, je vais pas systématiquement. En tout cas, quand il s'agit de mes clients, évidemment. Oui. C'est mon cœur de métier. Donc, ça m'arrive de faire des audits pour des clients. Et dans ce cas, on va les vérifier, en fait, les conditions contractuelles des fournisseurs ou des sous-traitants. Mais oui, évidemment. C'est des formations professionnelles. On va aller regarder un petit peu comment ces fournisseurs d'IA se positionnent. Ouais. Donc là, oui, pour moi, les conditions sont pas suffisamment bonnes. Donc, il faut garder cette précaution. C'est vrai que c'est contraignant. C'est contraignant parce qu'on aurait envie de mettre finalement toutes ces datas d'entreprise dans une IA et mettre tout ça mettre des agents en place pour que tout s'automatise. Sauf que, il y a quand même des règles de sécurité et de confidentialité qu'il faut garder en tête. Si ça te va, Élise, j'aimerais bien qu'on parle de ton engagement aussi dans le territoire. On a vu que tu étais rotarienne. On n'imagine pas forcément une avocate du numérique au Rotary, c'est rigolo. Comment est-ce que tu y es arrivée et qu'est-ce que ça t'apporte? Écoute, oui, c'est vrai que je suis rotarienne depuis quasiment 10 ans. Alors ça touche ma sphère perso. Hein. L'idée, c'est je fais un métier qui est engageant, qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et donc l'idée c'est de donner mon temps au sein du Rotary, au service de causes diverses et variées, humanitaires, sociales. Donc voilà, ça fait vraiment partie de. Je suis très contente en fait de donner de mon temps. Et puis c'est aussi d'apprendre aussi, parce que j'essaye de faire participer mes filles à ces engagements-là quand elles le veulent. Et au sein du Rotary, il y a une action notamment sur laquelle je suis très engagée. C'est les trophées Rotary de la création d'entreprise, qui est une action qui existe depuis plusieurs années et qui permet de récompenser des porteurs de projets qui portent des projets à impact. Ouais. Donc au service de l'environnement, de la paix, de la santé, de l'éducation. Et donc chaque année, on se retrouve au mois de juin dans une grande salle. On est 400 personnes, 450 personnes, et l'idée, c'est de récompenser, de mettre en lumière ces porteurs de projets. Okay. Et donc, on est toute une équipe d'organisation, on est 25 aux manettes, à peu près 25 bénévoles. Et l'idée, c'est ensuite de les accompagner, ces porteurs de projets. Donc, on est
on a un comité d'accompagnement qui permet vraiment de faire grandir ces projets-là. Donc moi, j'apporte mon expertise juridique. Donc voilà, quand les lauréats ont besoin de lumière sur les aspects droit du numérique, je les accompagne sur mon temps perso. Ouais. Et pour adhérer à un Rotary, il y a des prérequis, des conditions. C'est quelqu'un qui doit poser notre candidature. Ouais, ça fait partie des règles. On doit être parrainé, donc ça veut dire que c'est un Rotarien qui propose la candidature d'un tel. Après, c'est assez ouvert. Hein. Par exemple, on a 2 lauréats de l'année dernière qui sont devenus à leur tour Rotariens. Parce qu'ils ont tellement reçu dans le cadre de l'action des trophées Rotary qu'ils se sont dit c'est chouette, maintenant j'ai envie aussi à mon tour de devenir Rotarien et de donner de mon temps. Ouais. Et il y en a dans plusieurs coins de la France. Il y a des actions qui regroupent plusieurs Rotary ou c'est quand même très séparé les domaines d'intervention? C'est un peu les deux. Tu as des actions qui sont nationales, tu en as qui sont au niveau des sections. Là, par exemple, les trophées Rotary, c'est une section, on appelle ça, c'est une action interclub. D'accord. On est plusieurs clubs de Grenoble à se réunir et à porter cette action. Ok. Et du coup, t'as monté ta boîte aux horreurs de tes 40 ans, comme tu disais. Nous, pas du tout, et on n'est pas très bon sur la partie équilibre pro-perso. Est-ce que toi, tu as réussi à avoir ce recul avec toute ton expertise professionnelle pour avoir un équilibre qui est plus satisfaisant, ou en tout cas qui te satisfait toi, ou comment t'en es à ce niveau-là? Écoute, alors je te répondrai, il y a pas de recette miracle pour trouver ce fameux équilibre entre vie perso et vie pro, d'autant qu'en plus, il va évoluer cet équilibre au fil de l'eau, au fil de ta vie, au fil de tes contraintes perso, pro, etc. Donc, il faut constamment régler le curseur de cet équilibre. Mais écoute, à mon niveau, c'est pas parfait, mais je dirais qu'il y a un élément, il y a une action que j'ai mis en place il y a quelques années et qui quand même tend à m'aider à préserver cet équilibre, c'est que je n'ai plus de locaux professionnels au sein de Grenoble, donc je n'ai plus de temps de déplacement entre mon domicile et ces locaux. J'ai fait construire mes locaux juste à côté de ma maison, ce qui me permet de juste pousser une porte pour être dans un sens ou dans un autre, pouvoir jongler entre les deux sphères, ce qui me fait gagner du temps évidemment. J'ai plus les contraintes de transport. Et puis, voilà, ça permet aussi une meilleure flexibilité en tant que maman de 2 enfants, pouvoir gérer quand il y a des contraintes, aller récupérer un enfant ou autre, de pouvoir le faire plus facilement. Ouais. Justement, ce côté pro-perso, tu dirais que y a une Élise avocate et une Élise à la maison en perso, ou est-ce que tu tends à être toujours la même personne, justement, dans ce degré d'accessibilité de l'avocat aussi Écoute, je crois que je suis la même. Dans les sphères, il me semble que je suis la même. En tout cas, ce que j'espère, ce que j'essaye dans ma sphère pro, c'est de rester la plus accessible possible. Donc, mes clients m'appellent par mon prénom, Élise. Ils ont mon numéro de téléphone. Il y a beaucoup de mes clients qui me tutoient. Ouais. J'aime bien instaurer cette relation d'égal à égal et d'accessibilité. Donc oui, je crois que je suis la même dans les deux sphères. Et je trouve ça hyper important, encore une fois, où tu t'amènes vraiment l'accessibilité sur tous les panels de l'activité juridique, vraiment au sens large, et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous décrire un ou plusieurs moments où tu as été particulièrement fière du travail que tu fais, ou en tout cas un moment où tu t'es dit c'est pour ça que je fais ce métier? Eh ben écoute, oui, c'est pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une cliente qui m'a dit au téléphone, elle m'a dit un grand merci pour tout ce que vous faites. Vous m'avez beaucoup aidé. Donc, oui, quand on a des retours de ce type-là, d'un client qui viennent vraiment avec le cœur, c'est fort et on se dit, on est utile et on est à sa place. Donc, ça, c'est chouette. Évidemment, c'est gratifiant. Et après, un petit bébé là, dont je suis très fière, c'est le pack conformité WordPress que j'ai présenté, que j'ai concocté et que j'ai présenté pour la première fois au WordCamp de Nice. Et j'ai vu en fait que ce pack, il avait qui suscitait beaucoup d'intérêt. Donc, je suis contente parce que j'ai mis du temps à le construire et aujourd'hui, je vois qu'en fait, il répond à un vrai besoin des agences et des freelances WordPress. Donc, c'est une fierté.
Et on disait tout à l'heure que tu étais globe-trotteuse dans tes années d'études en droit. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu as réussi à transmettre ça à ta famille? Et est-ce que ça fait partie de tes moments à toi pour pouvoir évacuer quand c'est difficile ou quand tu as besoin de penser à autre chose que le travail? Ouais, bah écoute, ça fait partie des. C'est une des choses qui me fait que je me lève le matin, tu vois, qui me motive, c'est de pouvoir garder ces moments de. Donc, je suis restée une globe-trotteuse. Et alors, c'est challengeant aujourd'hui dans mon métier de pouvoir garder des moments où je peux partir, m'extirper du quotidien et partir voyager. Mais ma mission de vie, c'est d'essayer de transmettre ce goût du voyage à mes enfants. Donc là, on va partir 15 jours au Vietnam, un peu plus de 15 jours au Vietnam, en globe-trotter avec notre sac à dos. Donc, mes filles sont ravies, évidemment. Mais voilà, l'idée, c'est de leur montrer une autre manière de voyager et j'espère ensuite leur donner envie de continuer. Donc ouais, c'est un défi clairement de pouvoir partir là, actuellement et laisser de côté mes dossiers, mais c'est organisé. Bon, j'ai Jade, ma collaboratrice, qui est géniale et qui va s'occuper de tout ça à mon absence. Et vous étiez toujours deux dans le cabinet ou elle est arrivée après? Elle est arrivée après, ouais. Mais elle a réussi à trouver sa place superbe. C'est une jeune juriste en droit du numérique et elle a commencé comme stagiaire chez moi, mais en fait, elle apporte beaucoup à Numétique Avocat. On s'entend très bien et donc j'ai toute confiance. Donc voilà, je lui laisse les clés de Numétique Avocat pendant que je vais globe-trotter. Et écoute, on arrive gentiment vers la fin. J'ai 2 petites questions pour toi, peut-être 3. Peut-être que je m'avance. On va partir sur une déjà. Si tu devais donner un conseil juridique à quelqu'un qui a son activité ou qui se lance demain dans le domaine du web ou de WordPress, par exemple, ce serait quoi le premier conseil ou peut-être le premier conseil que tu donnes très souvent à tes clients? Ouais. Et écoute, je leur donnerais, je citerai l'adage qui est assez parlant. C'est nul, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Et donc les inviter, peut-être pas au tout début quand ils créent leur boîte, parce qu'au début on a d'autres priorités business, mais dans les mois qui suivent la création d'entreprise, les inviter à s'intéresser quand même à leur conformité légale. Est-ce que mon activité est conforme au RGPD? Est-ce que j'ai pas des obligations à respecter? Est-ce que je risque pas des sanctions si je fais pas les choses correctement? Est-ce que mon contrat est adapté à ce que je propose comme service? Les inviter déjà à se poser ces questions, à regarder un petit peu sur Internet, à se renseigner et ne pas hésiter à aller voir un expert, un professionnel du droit quand on sent que c'est le bon moment. Je sais pas si c'est quelque chose à l'échelle nationale, mais je pense que si. Nous, par exemple, on a déjà eu affaire à solliciter la boutique du droit. Qu'on a, alors je sais pas du tout si c'est une initiative nationale, mais où on peut avoir des conseils juridiques sur une problématique en particulier suite à un courrier qu'on a reçu ou ce genre de choses, et où du coup ça permet d'avoir un conseil gratuit, en tout cas un premier échange pour savoir où se situer et savoir si derrière on fait appel à un avocat conseil ou si on tombe dans du contentieux. Donc oui, le droit est de plus en plus accessible, c'est possible. J'avais eu une belle expérience d'une société qui faisait un dépôt de bilan et qui nous ont envoyé un courrier pour nous dire que le site ne leur convenait pas, que c'était à cause du site qui déposait le bilan. D'accord. Et qu'il fallait rembourser tout le site. D'accord, c'est une expérience que tu as vécue. Ouais, il y a 4 ans, 3 ans. Oui, à peu près. Okay. Ça fait tout drôle. Et du coup, c'est là où tu dis, c'est rédigé par un avocat. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'ils sont dans leur droit? Est-ce que c'est moi qui n'ai pas cadré un truc? Est-ce que c'est une tentative désespérée pour avoir un peu d'argent? Et au final, il s'avérait que c'était ça. Ça. Mais c'est vrai que c'est quand on n'a pas cadré les choses dès le départ, souvent on se dit, je vends un site, peut-être pas 2 000 €, 3 000 €, mais on ne se dit pas qu'on peut prendre un risque juridique plus élevé que le montant de son devis. Et quand en fait, le contrat, il n'a pas d'utilité quand tout va bien. Mais quand il y a un pépin avec un client, dans ce type de dossier par exemple notamment, tu es content d'avoir un contrat pour voir finalement qu'est-ce qu'on avait cadré. Sur quoi je me base exactement. Oui. C'est le parachute en fait. Donc ce serait ça le conseil, s'intéresser quand même à sa conformité, à son environnement légal, même si c'est pas le plus sexy, mais au moins être un petit peu au courant au moins de la globalité, et après aller voir Numétique Avocat. Les risques juridiques, ils sont pas réservés aux grandes entreprises. Ils concernent toutes les entreprises. Et c'est vrai que quand on est une petite entreprise, si on se heurte à une difficulté client, à un litige, un contentieux, comme on est petit,
un contentieux peut très facilement nous déstabiliser, voire mettre en péril la pérennité de notre boîte. Du coup, le fait de pouvoir agir en amont est d'autant plus important, me semble-t-il. Eh ben, écoute, sur ces bons conseils, j'ai une dernière question pour toi. Qui est-ce que tu verrais à ta place la semaine prochaine? Je m'emballe un petit peu. La prochaine fois, sachant que Grenoble, on commence à avoir bien écumé. Ah oui, vous avez fait la tour de. Alors après, je sais pas qui vous avez vu, mais il y a Maxime. Est-ce que vous avez vu Maxime déjà? Ouais. Et oui, ouais. Vous l'avez déjà vu? On l'a déjà vu. Mais pourquoi pas un deuxième épisode avec Maxime? Il a peut-être de nouvelles choses. Ouais, parce que je crois qu'il a une actualité toute fraîche dans les tuyaux. Donc, à mon avis, ça mérite que vous repassiez le voir. Après, au niveau local, on a pas mal d'acteurs incontournables. Déborah Donnier, Sarah Camille, vous les avez tout à fait rencontrés. Ils sont passés dans le télescope, on a eu. Okay. On n'était pas sur Grenoble cette fois, mais on les a vus. Non, on les a vus sur Paris, mais elles sont dans le Pokédex, tout à fait. Non, Maxime une deuxième fois. Maxime une deuxième fois, c'est noté. Ou alors une table ronde que des Grenoblois. Ah, bonne idée. Peut-être un thème Grenoble. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Élise, pour ton temps. Merci à vous. Et merci de t'être ouvert à nous, de nous avoir amené cette vision du droit, notamment numérique, et puis de toute la pratique de l'avocat qui va autour. C'était très intéressant et je pense que ça désacralise beaucoup de choses aussi, c'est très important. Merci à toi encore une fois, et puis longue vie à Numétique Avocat, et puis à bientôt. À bientôt. Merci, Élise. Merci.